Coucou, mais t'as cassé mon sub, espèce d'animal, mon sub gold, Dragon Hunter. J'avais fait un sub gold tout neuf, il l'a déjà cassé. J'espère que tu peux te permettre, hein. Tout ça, hein. Fais chier. Bon, attendez, vous entendez pas Ten Green? Vous entendez pas Ten Green? Attends, Ten Green, je t'ai pas dans le casque. Voilà, vas-y. C'est bon. Il est là. Et il refuse de parler maintenant, vous avez vu, il est vexé. Si, je suis là. Ouais, je sais, je déconne, voilà. J'ai eu peur. Oh merci Dragon Hunter, et j'ai aussi loupé Général ST, merci les mecs, hein. 32 mois putain, il est là depuis longtemps aussi, hein. Ça fait partie des meubles, hein. Donc ouais, j'ai 59 minutes, hein. Comme le notait Dragon Hunter, il y a la course sprint de Formule 1 au Qatar dans 59 minutes. Ten Green, je te charge de me dire si j'arrive à 50, tu vois. Il faudra me le rappeler, hein, parce que tu sais, moi, une fois que je commence à parler de spatial, tu sais, on m'invite plus aux soirées à cause de ça, tu vois. Je ne m'arrête plus, je suis une machine. Donc ouais, on a eu une grosse semaine, on a de la news, donc je vais pas traîner, hein. Je vais pas traîner. En plus, on a eu plein de news de plein de choses. C'est vrai que d'habitude, c'est la minute SpaceX, parce que, bah, je suis désolé, mais s'il n'y a pas grand-chose à dire des autres, bah, c'est pas de ma faute, hein. Voilà. Donc là, on a eu plein de belles images. Ça, c'est Stock Space. J'avais déjà parlé, j'ai déjà souvent parlé de Stock. Stock, eux, ils ont comme projet de faire un deuxième étage réutilisable. Et c'est vrai que dans l'industrie, on n'a pas de deuxième étage réutilisable traditionnellement. La Falcon 9, bah, Starship aurait vocation aussi à avoir un deuxième étage réutilisable. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de commun dans l'industrie parce que, bah, forcément, si vous voulez récupérer votre deuxième étage, il faut le faire re-rentrer dans l'atmosphère. Ça dit bouclier thermique. Ça dit contrainte de poids. Et c'est vrai que bah, on a Starship qui re-rentre dans l'atmosphère. Et vous avez vu que c'est un sacré challenge de faire re-rentrer Starship. Mais on a aussi... on va te poser plein de questions pour que tu sois en retard. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien. T'as vu la règle là, tu me fais digresser déjà. Donc là, vous avez Stock Space avec son deuxième étage avec un bouclier intégré. Donc le but, c'est de tirer. Donc ça, c'est un deuxième étage, d'accord, hein. Je sais pas si vous voyez un peu ce que ça représenterait. Non, ça, merde. Forcément, je vous montre le feu statique. Non, putain. Ils ont une fusée qui s'appelle la Nova. Donc tout ça, c'est des projets, hein. Donc le but, vous voyez le deuxième étage, ce serait de faire une mission classique, mais plutôt que de perdre le deuxième étage, bah, comme ce qui se fait dans l'industrie avec les Falcon 9 et tout, de refaire re-rentrer le deuxième étage dans l'atmosphère pour le réutiliser. Réutiliser tout le temps le même deuxième étage, voire même réutiliser le premier étage. Donc avoir une fusée 100% réutilisable. Et Stock, donc, veut, de ce qu'on comprend de Stock, bah, ils sont en train de tester ce deuxième étage avec un bouclier intégré. Donc vraiment un monstre de bouclier qui aurait pas besoin de changer, ou alors facilement changeable. On l'a encore jamais vu au pad la Nova. Non, par contre on a vu le deuxième étage au pad faire un petit hop. Il doit revenir se poser sur Terre comme une Falcon 9. Donc ouais, là vous avez le deuxième étage. Et tous les petits trucs noirs que vous voyez là, ce sont des tuyères les mecs. Ce sont des moteurs. Je crois qu'il y en a 16 ou 17 en termes de design, c'est incroyable, hein. Ce que vous avez là n'a jamais été fait. C'est une vision assez curieuse, mais que Stock met les moyens. Et regardez, alors ça c'est leur nouveau moteur, mais voilà ce que ça donne. Donc là c'est le deuxième étage, vous avez tous les moteurs d'allumés, vous voyez que ça dépote avec le bouclier thermique. C'est impressionnant Ten Green, hein, de voir un bouclier thermique intégré comme ça, autour de moteurs et tout, c'est... Mais ça change tellement par rapport à d'habitude. Ouais. Voilà, on sait comment ça fonctionne d'habitude. Le bouclier thermique il est tout seul, puis voilà. Donc ouais, c'est plutôt classe, attendez... Voilà. Donc ouais, c'est assez incroyable de voir ce que fait Stock. Comme d'habitude, en de faire des choses incroyables et avoir une fusée au pad fonctionnelle, avec tout qui fonctionne et le business plan économique viable, vous avez un univers, d'accord? Mais ils sont sur le bon chemin d'amener quelque chose au pad. Et c'est qu'une question de temps. D'ailleurs, c'est assez incroyable, hein. Ils ont testé leur nouveau moteur. Ten Green, le moteur n'a même pas de nom. Ils l'appellent le moteur. Donc voilà, ça sera le moteur de la fusée Nova. Et bah, ils font tout à la maison. Ils font tout à la maison, c'est comme je dis, c'est assez incroyable de voir ça. Et bah les mecs, ils ont leur propre moteur, ils font leur deuxième étage et ils sont sur le bon chemin. Est-ce qu'ils vont pas se planter en chemin? Est-ce qu'ils vont pas manquer d'argent? C'est toujours le risque, ces grosses compagnies, il leur faut beaucoup d'argent
pour continuer à faire du développement rapide et tout ça. Ce ne seront pas les premiers à se casser le nez. En tout cas, ils ont une vision très intéressante et ils font de la com aussi. Et c'est vrai que voir un deuxième étage avec bouclier thermique intégré, quelque chose d'assez spécial et innovant, mais ça vous donne aussi un petit peu une idée de la taille de la fusée. Ce sera quand même un gros bébé vu qui aura le bouclier et tout à porter, à voir est-ce que c'est viable. Comme je dis, je suis très curieux de voir comment ils vont faire ça. Le deuxième étage sera sûrement posé lui-même sur un autre étage qui sera largué. Et je suis très curieux de voir comment ça va voler. Et on a hâte de voir la fusée Nova au pad. Je crois pas qu'ils aient mis de date pour la Nova. Mais vu les progrès, on peut espérer peut-être en 2025, je pense pas, hein, mais 2026 sans aucun doute. Hein. En tout cas, eux vont vouloir... Vous voulez aller vite dans l'industrie parce que aller lentement coûte cher. Vous voulez aller vite parce que plus vous êtes lent, plus ça coûte cher et l'argent n'est pas infini. Donc on verra. Mais on aura sûrement des nouvelles de stock, j'espère, dans l'année. Vous vous rappelez que les Européens tirent toujours, hein. On a Ariane 6. Bon, Ariane 6, là, le prochain vol, après 8 mois après un vol réussi, c'est honteux. Prévu pour janvier, ça a encore été décalé. Mais on a la fusée Vega au pad pour un satellite Sentinelle. Je crois que les satellites Sentinelle, c'est des satellites militaires. Donc ouais, on a l'intégration d'un satellite Sentinelle. Donc on va sûrement avoir un vol, je crois, début décembre. La dernière fusée Vega C avant la Vega E, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est tellement rare les fusées Vega maintenant qu'on perd le fil. Vous noterez que c'est encore Ariane Espace qui tire la fusée Vega. Alors que techniquement, la fusée Vega, c'est Avio. Et Avio ne veut plus être associé à Ariane Espace. Ils veulent être indépendants. Mais il y a des contrats en cours. Donc je crois qu'il y a encore 2-3 tirs où c'est Ariane Espace qui tire la Vega. Mais après ça, sûrement l'année prochaine, vous ne verrez plus marqué Ariane Espace. C'est Avio qui gérera absolument tout. Et Ariane Espace ne sera plus lié à Avio. Avio sera indépendant. Ils auront leur propre pad à Kourou et tout ça. Donc là, on a un tir... Ten Green, il y a un mec qui a fait les maths. Les Européens vont tirer 2 fois cette année, 2024. Puis c'est ce que plusieurs fois SpaceX a tiré en 24 heures. C'est beau, hein, 2 tirs. Oh, J'espère qu'ils sont fiers de... Le constat d'échec est terrifiant. Alors je vois souvent les gens, les pro-Europe qui me disent oui mais Pépé, on n'a pas autant besoin de tirs. Si justement, on a autant besoin de tirer que SpaceX. SpaceX, ils tirent beaucoup de Starlink, c'est vrai, du 70-30, mais nous aussi on a besoin de tirer. Ariane 6, ils ont un calendrier de plus de 40 tirs. Avec Kuiper, ils ont... Et ça suit pas. Et on aimerait tirer autant que SpaceX, mais on n'en est pas capable. Et pourtant le besoin il est là. À propos, donc on va se balader. Hein. Vous connaissez Firefly? J'ai souvent montré Firefly. Ils ont une fusée, hein, Firefly, qui tire de temps en temps. On la voit au pad, mais on oublie que Ten Green, que Firefly, ils font pas que des fusées. Et là, c'est leur premier lander lunaire, le Blue Ghost de Firefly. Vous avez leur logo là à gauche sous la NASA. Et Blue Ghost va embarquer à bord d'une Falcon 9 début janvier pour aller faire une tentative d'alunissage. Qu'on va avoir une... alors c'est en partenariat avec Rocket Lab. Rocket Lab, pareil. Rocket Lab, ils font pas que des fusées. Ils font aussi des deuxièmes étages custom. Ils font aussi des panneaux solaires. Les panneaux solaires de Rocket Lab, vous les retrouvez dans toute l'industrie aux US. Chez Lockheed Martin et tout. Comme je dis, toutes ces compagnies du New Space sont obligées de se diversifier pour pouvoir survivre. Donc là, vous avez Firefly qui est en partenariat sous contrat avec la NASA avec son atterrisseur lunaire, un beau bébé. Donc lui, on va le voir embarquer début janvier sur une Falcon 9. Sûrement pour aller faire un tout droit jusqu'à la Lune et tenter un alunissage. On espère un bel alunissage. Donc on voit que tout le monde se diversifie. Donc Firefly, c'est pas que des fusées. Et je crois qu'ils ont déjà plusieurs alunisseurs de prévus avec la NASA. Voilà. Donc c'est dynamique tout ça. Parlons de Rocket Lab justement, ça me permet de faire ma transition. Ten Green, tu me donneras le numéro de ton chirurgien pour que je boucle ça. Hop, la fusée Neutron. On voit souvent pas mal de hardware de la Neutron. Et là, c'est la table de lancement de la Neutron. La table de lancement qui est en train d'être assemblée. Alors là, c'est encore le squelette. Hein. On peut présumer qu'il y aura énormément de systèmes qui vont venir. Hein. Mais voilà la table de lancement de la Neutron
en construction. On voit vraiment que j'adore comment c'est vraiment des Lego hein, à ce niveau-là. Regardez ça. D'ailleurs, Ten Green, regarde l'énorme... Ouais, non, mais tu vois, les C'est le tuiles, système là, de déluge. Ouais, c'est le système de déluge. C'est le système de déluge. Parce que la neutron, elle va envoyer du steak quand même. Donc là, vous avez le système de déluge qui va venir balancer. Donc on commence déjà à avoir une idée du design que ça va être. Donc avec le système de déluge dessous là, avec les énormes tuyaux. Et on voit qu'il n'y a encore absolument rien d'installé pour le chargement des ergols. Voilà. Donc comme je vous dis, c'est un squelette, ce que vous avez là. Mais ça va être la base de travail. Souvent, les gens se focalisent sur la fusée à tort. Le pad et l'infrastructure du pad est bien plus compliqué à designer que la fusée en elle-même. Starship, par exemple, Starship qui est une fusée monstrueuse, le pad de Starship est bien plus important que Starship en lui-même. Et c'est vrai que là, vous avez, on commence à voir un peu Rocket Lab bosser sur la neutron et sur les infrastructures autour de la neutron. Ils auront une énorme citerne d'eau. Ils ont construit une gigantesque citerne d'eau juste derrière pour alimenter ça. Donc on va, ouais, c'est impressionnant, hein. Ça envoie. Hein. Donc ouais, c'est cool de voir de l'infrastructure autour de la neutron. À propos d'infrastructure et de fusées impressionnantes, ça fait une semaine que la New Glenn est au pad et qu'il se passe rien. Je suis désolé, putain. Et là, vous savez, ça, c'est les SpaceX fanboys que nous sommes. On est habitué à voir Starship qui va au pad à minuit. À 7h du matin, on a un avis d'alerte pour un feu statique. On a le feu statique à 14h. Et à 18h, le Starship est de retour dans les halls de montage. Et là, ça fait une semaine que la New Glenn est au pad et qu'il se passe absolument rien. Je suis médisant, mais ils doivent sûrement tester tous les systèmes et tout. Mais on attendait tous un feu statique cette semaine. C'est les mauvaises habitudes de suivre SpaceX qui nous imposent certaines habitudes qui ne sont pas la norme dans l'industrie, d'accord ? Comprenez que là, Blue Origin, c'est la norme. C'est SpaceX qui ne respecte pas le canevas habituel de travail, d'accord ? Et c'est vrai que là, on est là, putain, mais allumez-nous cette merde, allumez-nous, là, faites-nous un feu statique avec les 7 moteurs BE4, et feu patate, quoi. Chop chop. Donc ouais, regardez ça, c'est des belles bêtes, hein. Elle est belle, la New Glenn, hein. Vous savez que la New Glenn est une belle fusée, hein. La coiffe, elle est gigantesque, la coiffe de la New Glenn. On a vu des images, on se rend pas compte qu'elle fait presque 100 mètres de haut, hein, la New Glenn, hein. Là, je sais qu'elle fait un peu jouer parce qu'on n'a pas rien à comparer. Mais elle fait presque, je crois qu'elle fait 92 mètres, il me semble. C'est plus grand qu'une Falcon 9, hein. Ouais, c'est bien plus grand qu'une Falcon 9. Et la Falcon 9 est déjà grande, hein, quand on s'en rend compte, hein, c'est un beau bébé, hein. Donc ouais, on a hâte de voir ça, hein. Normalement, c'est censé voler en décembre, ils vont nous faire un feu statique, mais ils sont pas pressés. C'est Blue Origin, on espère le feu statique la semaine prochaine. On l'espère. D'ailleurs, à propos, on peut voir que la production de moteurs BE4 est lancée. Ça, je crois que c'est Tori Bruno qui l'a tweeté. Regardez-moi, 2 super moteurs BE4. C'est des beaux joujoux, les BE4. Hein. Ils ont l'air de très très bien fonctionner, les BE4. Tant mieux pour ULA et pour Blue Origin, parce qu'ils vont en avoir besoin pour la Vulcan et la New Glenn. Et on a vu la Vulcan avec un booster en vrac. Les moteurs BE4 ont compensé et ont rajouté du punch et tout. Donc... beau joujou, et c'est bien ils ont eu du mal à lancer la prod de BE4, mais visiblement maintenant ça tourne et c'est bien. Moi je suis heureux de voir que tout le monde réussit dans l'industrie. Il faut tirer la bourre à SpaceX, faut pas les laisser être confortables. Sinon, dès qu'ils sont confortables, dès que vous êtes confortable, c'est finito, vous innovez plus. Donc ouais, c'est cool de voir Blue Origin et ULA avoir accès à un bon moteur. Voilà. Très important pour les futurs développements de la New Glenn et de la Vulcan. Bon, on a eu une grosse nouvelle qui est tombée. Alors vous savez, on couvre toutes les grosses missions. On avait vu Juice, on avait vu Europa Clipper. On a des missions incroyables qui arrivent dans les années 2030 avec toutes les lunes glacées de Jupiter et tout. On a une autre mission qui a fait parler d'elle. J'avais parlé il y a longtemps de cette mission. Ça, c'est Titan. Titan, une des lunes glacées de Saturne, avec Encelade et compagnie. Et c'est vrai que Titan intrigue aussi beaucoup les scientifiques. Titan. Et on a prévu, avec le succès qu'on a eu de notre petit hélicoptère sur Mars, ça a ouvert pas mal de perspectives d'avenir en termes de l'utilisation de drones
sur certaines planètes. Et sûrement la plus grosse mission qui a... Oui, Voyager, mais Voyager est quasiment mort. Hein. Voyager, là, ils ont dû reboot tout le système. Ils sont à plusieurs milliards de kilomètres, mais Voyager est toujours là. Ça a été bien construit, hein. Mais Voyager est toujours là, hein. Mais à bout de souffle, hein. À bout de souffle. Donc ouais, on a la mission Dragonfly, qui est une mission de dingue, puisqu'on va envoyer un gigantesque drone avec 8 rotors sur Titan, pour aller un peu faire de l'exploration de Titan. Ça va être vraiment une mission totalement dingue. Donc on va poser un gigantesque drone sur Titan. Vous m'auriez dit ça il y a 10 ans, j'aurais été là, non mais les mecs, un drone, bon c'est bien, mais... Et ouais, c'est le projet, hein. C'est en développement et tout. Hein. Vous savez que c'est prévu pour décollage pour juillet 2028, hein. Juillet 2028 au niveau du spatial, pour des gigantesques missions comme ça, ce que j'appelle des missions générationnelles, c'est demain, hein. Tout est signé, tout est en train d'être construit. Voilà, le drone martien, je vois, c'était quoi le nom du petit drone Ah putain, j'ai oublié le nom mais ça c'est l'âge des mecs. Le chat. Le chat, aidez-moi, parce que Ten Green aussi, c'est un peu... Le petit hélicoptère. Ingenuity, merci. Ah oui, putain, oui, ça... Ten Green, il fait genre, mais il avait oublié aussi, hein. C'est l'âge. Non, j'avais pas oublié, non. On perd la mémoire et tout. Après, j'ai oublié qu'il donnait aussi des dons, oui, c'est vrai. Donc ouais, Ingenuity a été un bond en avant technologique assez incroyable pour nous montrer que c'est possible de le faire. Et l'atmosphère de Mars, elle est contraignante, hein, pour ce genre de choses. Donc là, on va aller poser ce monstre. Donc vous pouvez vous en douter, il faut une atmosphère pour pouvoir faire ça. Si vous n'avez pas d'atmosphère, vous pouvez pas faire tourner un drone, vu que... Voilà. Hein. Pépé à l'EHPAD, bah écoute, je vieillis moi. Hein. Je vieillis et je le vis bien. Hein. Donc ouais, Dragonfly va être une très très grosse mission. Hein. C'est SpaceX qui a eu le marché, mais ne me spoil pas mon plaisir. Donc il faut bien une fusée pour tirer ça. Une grosse fusée. Et hop, c'était... ça a été annoncé il y a quelques jours. On n'avait pas encore le nom du lanceur. Voilà. Donc c'est le site officiel de la NASA. La NASA, blablabla, a confié le contrat pour la mission Dragonfly. La NASA a sélectionné SpaceX. Qui d'autre pour lancer la mission Dragonfly, donc un lander drone qui ira sur Titan, la lune de Saturne, afin de récupérer des échantillons de matériel et aussi déterminer la composition de la surface. Voilà, blablabla. Le coût du contrat, c'est 256,6 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, hein, 256 millions de dollars. Cela va inclure forcément le coût du service et donc de lancement et tous les coûts liés à ce lancement. La mission Dragonfly et la fenêtre de lancement de Dragonfly est prévue du 5 juillet 2028 au 25 juillet 2028 et ça volera sur une Falcon Heavy de SpaceX. La Falcon Heavy qui est un oiseau rare mais qui a maintenant quand même je crois 12 ou 13 vols, Ten Green, la Falcon Heavy. Que des vols réussis. Donc une fusée qui tourne bien. On va pas rentrer dans le détail, ce sera pour une prochaine fois, mais c'est très bon signe pour la mission qu'on ait tout déjà tout de détaillé, les dates de vol et tout ça, l'argent débloqué. Ça veut dire que la mission elle est sur les bons rails. Voilà. Donc ça va être un truc de dingue, hein, Dragonfly. Hein. Vous imaginez ça? Ten Green, est-ce que tu sais quand Dragonfly va arriver sur zone? Voilà. Aïe aïe aïe, Ten Green. 2030. 2034, Ten Green. Ça sera dans 10 ans, les mecs. Dans 10 ans, je sais pas où je serai. Mais si je suis toujours là, on sera là pour Dragonfly. Hein. Ça, je le loupe pas. Hein. Voilà. Hein. Personne n'a commencé à prévoir de mission avec Starship. Bah, tu sais que mettre Dragonfly dans Starship, c'est de l'overkill. C'est de l'overkill. Les missions qui décolleront sur Starship, elles sont en ce moment en train d'être développées ou en train d'être réfléchies. En ce moment. Donc tout ça se fait derrière les rideaux généralement, mais sans aucun doute que des compagnies ou des gens sont déjà venus voir SpaceX pour leur demander de la data sur ce qui sera possible techniquement d'être fait d'ici 4-5 ans. Donc tout ça, il n'y a rien de public encore. Mais quand ça va commencer, il n'y a qu'une seule compagnie japonaise, je crois, qui a un contrat avec Starship
Mais pour l'instant, ouais, tout ça se fait derrière les rideaux. Mais Starship va ouvrir des portes commerciales pour des nouvelles choses. Donc ouais, gros contrat Dragonfly, et on suivra ça avec beaucoup d'attention. Donc parlons un petit peu maintenant de la semaine SpaceX. La semaine SpaceX, on a eu des news. Vous vous rappelez que le vol 6 de Starship s'est superbement bien passé. Ils ont réussi à faire tous leurs objectifs. Ils auraient aimé récupérer le booster, mais ils ont réussi à faire un splash parfait pour valider certaines règles de sécurité autour de qu'est-ce qui se passe si on peut pas récupérer Starship sur la tour. Et c'est vrai que on attend Starship V2. Donc Starship V2, moi je vous avais dit, je crois, Green fin janvier. J'avais dit un Starship V2 fin janvier peut-être. Et ben figurez-vous que... Donc là, la photo que vous avez là, c'est un Gulfstream 5. La NASA a ses propres jets privés pour faire de la recherche, pour faire aussi parfois simplement du déplacement d'astronautes et tout. Hein. Les astronautes, ils se déplacent pas dans des vols commerciaux, les mecs. Hein. Ils ont leur propre jet. Et par exemple, dans le vol 4 de Starship, ces jets privés là, ils font aussi du tracking dans les redescentes de capsules, de boosters. Ils peuvent aller à haute altitude et ils ont des caméras de tracking, ils ont des outils scientifiques pour mesurer les températures et tout ça. Et il s'avère que... Donc on a... Rappelez-vous, SpaceX ne communique pas vraiment sur les dates. Eux-mêmes parfois ne le savent pas. Mais ils ont fait une demande à la NASA pour le vol 7, donc Starship V2, afin d'avoir un Gulfstream pour la réentrée de Starship. Donc au large de l'Australie. Donc on sait déjà qu'ils vont faire pour tester Starship V2. Donc Starship V2 qui va être une énorme upgrade en termes de puissance et de taille et tout ça. Ils ont demandé à la NASA de leur prêter, de leur envoyer un Gulfstream en Australie pour filmer la réentrée et aussi calculer les températures et tout ça sur Starship, parce qu'ils vont avoir un nouveau bouclier d'installer. Et la NASA est obligée de rendre tout ça public, d'accord. SpaceX aimerait bien parfois... ouais non, le dites pas s'il vous plaît. Mais la NASA, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Tout doit être... c'est une entité administrative et bureaucratique qui vit de l'argent du contribuable. Donc tout doit être public. Et forcément, il y a des gens... Il y a des gens qui suivent tout ça, hein. Des gens qui sont prêts à aller... Tu sais, Green, ça c'est les mémos qui passent à la NASA que personne lit. Et t'as un mec qui s'est tapé les 500 mémos de la journée pour tomber sur ça. Tu vois, c'est totalement ça, hein. Il y a des mecs, ils cherchent juste ça. Donc là, motivé, hein, faut être motivé quand même. Hein, c'est ça, regarde, là c'est le chef, ça vient de Brett Pugsley, chef des opérations de vol, de tout ce qui touche la division aérienne de la NASA. Voilà, envoyé, oh là non mais, putain, faut voir, part 91-209. Et regardez ce qu'ils disent à droite, que la NASA est prêt à déployer en Australie à partir du 3 janvier 2025, sur place, donc un Gulfstream 5, avec une fenêtre de tir de Starship vol 7 pour le 11 janvier 2025. On a la date officielle, en interne, c'est pas public, SpaceX a rien dit, voilà, mais c'est la date de réservation pour le Gulfstream, pour l'avion. Donc on va possiblement avoir... ça c'est pas une rumeur, hein, c'est trop officiel. Donc on va avoir très probablement un vol début janvier. La NASA a mis l'avion en stand-by à partir du 11. Donc il sera sur place à partir du 3 janvier. Donc ça c'est pour l'équipage et tout, hein. Ça se prépare ce genre de vol, hein. Va falloir envoyer l'avion à l'autre bout du monde, va falloir avoir toutes les autorisations, va falloir faire les pleins d'essence et tout. Donc il va falloir payer, il va sûrement décoller d'Australie, l'avion. Donc tout ça c'est de la mise en place administrative, ça se prépare pas à la dernière minute. Donc là vous avez la date officielle, très probablement du second tir, si c'est pas le 11, je crois qu'il y a d'autres fenêtres autour entre le 11 et le 15. Donc on a déjà possiblement la date du vol officiel. Donc dans 1 mois et 10 jours. C'est cool, hein, Ten Green, hein. Dans 1 mois, on a un nouveau vol. Ça va vite, hein. Donc ça sera un Starship V2. Sans aucun doute qu'ils vont faire le même plan de vol que précédemment pour tester, pour valider Starship V2. Et le 8e vol, si tout se passe bien, il y a toujours le risque que ça se passe pas bien. Le 8e vol, lui, sera un vol orbital avec récupération du ship, très probablement. Et ils vont sans aucun doute pendant le vol 7 essayer de récupérer le booster aussi. Donc ouais, c'est... Ça bouge. Donc regardez, ça c'est le pad. Le pad, il est... le terme anglais serait toasty. Regardez comment il a bien brûlé le pad. Mais bon, c'est juste visuel, hein. Le pad a l'air d'être en plutôt bonne forme. Et ça répare, ça bosse sur le pad.
Le pad est gigantesque, hein, on a toujours du mal à apprécier les tailles autour du programme Starship. Hein. Donc ouais, ça bosse bien. Et on a le pad B, puisque rappelez-vous qu'on a un autre pad en construction, juste à côté. Regardez-moi un petit peu l'engin, on commence à creuser. Donc là, on voit plein de tranchées en train d'être mises en place, qui vont sûrement être pour rejoindre la ferme orbitale. La ferme orbitale, bah ouais, va falloir, vous imaginez la quantité de tuyaux qu'il va falloir faire passer pour amener le méthane liquide, l'hydrogène, il y aura sûrement un système de déluge aussi, l'eau, et regardez la tranchée gigantesque qui commence à être mise en place, pas mal, hein. Donc ouais, matez-moi un petit peu ça, donc Starship V2 qui décolleront de ce SPAD vont avoir... On sait si le problème de communication avait été dû à l'antenne de travers ou autre chose. SpaceX n'a pas communiqué dessus, mais on peut supposer que très probablement que cette antenne de télécom, c'est elle qui communique avec le chip. C'est une probabilité non négligeable, ok. Mais SpaceX n'a rien dit sur le sujet, ils ont juste dit qu'ils avaient... La tour ne communiquait plus avec le booster. Ils auraient pu bypass, ils auraient pu ordonner au booster de quand même retourner à la tour, mais qu'ils ont choisi de pas le faire pour pas prendre de risques inutiles et péter leur pad. Donc ouais, on va supposer que oui. D'ailleurs, ça a déjà été réparé, hein, tout ça. Hein. La tour est de nouveau droite. Donc ouais, autre chose cette semaine. Donc ça, regardez, c'est les infrastructures actuelles et encore la Star Factory maintenant est vraiment complète. Mais c'est à ça que ressemble Starbase. C'est là qu'on fait les Starships et tout ça. Hein. C'est démentiel la taille des trucs, hein, même la hauteur. Hein. Donc vous avez 3 aujourd'hui. Vous avez une petite baie et 2 ce qu'on va appeler des méga baies. Et c'est vrai que SpaceX est limité en termes de taille. Bah, vous avez vu que les rythmes de production sont totalement dingues. Autour des boosters et tout ça. Et en plus, ils récupèrent des boosters, donc on se retrouve avec un booster B12 dont on sait plus quoi faire. Bon, bah, on va le faire ailler, le machin. Hein. C'est un Starship V1, on va récupérer les moteurs peut-être. C'est vrai qu'ils sont aussi parfois limités sur les nombres de stations de travail. Et il s'avère que cette semaine, SpaceX à Boca Chica, ils recrutent hein, souvent, hein, ils cherchent du personnel. Ils ont ouvert un gigantesque pan de recherche d'employés pour des stations verticales de construction et tout ça. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire avec autant de gens sur une très longue période? On n'a jamais vu une telle ouverture de demande de personnel. Et on commence à supposer que peut-être ils vont vouloir faire comme la Star Factory, où avant on avait plein de stations réparties dans plein de tentes. Maintenant ils ont tout centralisé. Et on se demande, est-ce qu'ils voudraient pas faire la même chose? C'est que des suppositions avec les méga baies et avoir juste une gigantesque baie Tengreen. Donc une vue d'artiste donnerait ça, vous voyez. Non mais c'est pas possible. Ah oh là 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 là. C'est vraiment la démesure à chaque fois. Pourquoi on n'a jamais vu des photos du hangar avec toutes les Falcon 9? Bah bonne question. On en voit des fois passer des photos, mais SpaceX est très discret sur comment ils remettent en état les Falcon 9. Je vais en parler justement. On a des chiffres sympas qui sont sortis. Pourquoi on n'a jamais vu? Bah écoute, tu leur demandes. Hein. Regarde, t'as Twitter là, puis tu tags Elon Musk, et tu lui dis Elon, pourquoi est-ce qu'on voit jamais les photos du hangar avec toutes les Falcon 9? Déjà, les Falcon 9, elles sont pas toutes au même endroit. T'as des Falcon 9 à Vandenberg, donc t'as une flotte Vandenberg, t'as une flotte Floride, et après ils remettent en état, généralement ils doivent avoir 5-6 fusées, une dizaine de fusées peut-être max, et puis ils font tourner ça, t'en as en permanence 2 au pad, t'en as d'autres en mer, ouais. La mission Blue Ghost sera intéressante, très intéressante. Très intéressante, j'ai montré le rover. D'ailleurs, vu que tu en parles, cette semaine, il y a eu un vol de Starlink, un vol anonyme d'un booster anonyme B1080. Sauf que c'est très intéressant ce qui s'est passé. Ce booster a volé 2 fois. Il a volé le 11 novembre 2024 pour une mission Starlink, Tengreen, et il a volé le 25 novembre avec une autre mission Starlink. C'est le délai le plus court jamais enregistré pour un booster en termes de remise en état. Il a volé 2 fois en 14 jours. Ce booster à lui tout seul a fait plus de missions que Arianespace en un an. De missions. Ça fait mal. En 14 jours, le même booster. Donc comprenez que dans les 14 jours, il se téléporte pas. Il fait 2-3 jours en mer. Il va au pad pour faire un feu statique. Et on serait sur une semaine de remise en état. Généralement, vous enlevez 7 jours. On considère 7 jours de juste de déplacement et tout ça.
Et ils ont remis en état B1080 en 7 jours. C'est le record. On n'avait jamais eu un délai aussi rapide entre 2 vols d'un même booster. Alors c'est pour ça qu'ils font ça avec Starlink, parce que Starlink, ils ont une marge d'erreur qui est beaucoup plus basse, que ils peuvent se permettre de perdre une mission Starlink, ils s'en foutent un peu, ça fait toujours chier, mais c'est pas une catastrophe. Donc ils testent, entre autres, toute leur logistique d'entretien des boosters avec les missions Starlink, et donc Starlink est important pour le programme de la Falcon 9, parce que ça permet de tester plein de nouvelles choses, et de nouvelles procédures de réutilisation et tout. Donc là, en 14 jours, c'est totalement dément. D'ailleurs, cette semaine, on a eu, comme je dis, il y a tellement de vols de Falcon 9 qu'il est difficile de garder le tri. Donc là, il y avait une autre mission Starlink, il y a quelques Twitter. Et c'est bon là? Je crois que c'est bon, hein. Telgreen, es-tu sur les lives? Ah bah oui, je suis sûr, ça marche bon, nickel. hein. Ah ouais, parfait. Donc ouais, c'est OBS qui a craché, tout simplement. Bon, écoutez, on va se remettre le tir. Hein. Attends, il faut que j'aille sur YouTube relancer le live. Go live. Ah ouais, YouTube est une affreuse plateforme de streaming. Je dois tout relancer manuellement, il sait pas... voilà. Oui, c'est bon, ouais. Non, bah désolé les mecs, hein. C'est juste... end stream, non. Ah, c'est reparti aussi sur YouTube. Parfait. C'est juste OBS qui a craché. Mon OBS qui crache. Bah écoutez, c'est rare, mais preuve que ça peut arriver. Bon ouais, on va se remater le vol de la Falcon 9. Hop. On va voir si OBS va de nouveau cracher. Je vais couper le son. Tac. Hop. Non mais arrêtez de voir Musk partout, les mecs. Oh, il faut arrêter de voir Musk comme le centre de votre univers. Hein. Musk va racheter ci, ça... Je trouve ça pathétique à force d'entendre toujours les gens Musk. Putain, arrêtez de nous faire chier avec Musk. Achetez-vous une vie, je sais pas. Hop là. On va mettre Windows. Oh là là, d'accord. Je crois savoir pourquoi Chrome... Hop. Voilà. Comme je m'encarre de Musk, si tu t'encarres de Musk, pourquoi alors t'en parles sur mon live? En 3 commentaires, t'as écrit 3 fois Musk quasiment, mec. Arrête de nous faire chier, là. Putain. Mach 1. Donc ouais, petit vol Starlink. Magnifique. Donc rien d'exceptionnel. Vous savez quoi? Un vol Starlink, comme on en a des tonnes, voilà. Qu'une fois t'es tendu, Pépé. Ouais, mais j'en ai marre d'avoir 50 connards qui écrivent Musk. Tu crois que t'es le premier depuis le début de la minute spatiale? J'ai vu 10 fois passer Musk. Putain, j'ai pas prononcé une seule fois son nom. Et il y en a là, Musk avec Sylvester Stallone. Mais vous me pétez les couilles avec Musk. Vous vous rendez pas compte? Vous êtes obsédé par ça parce que les médias en France vous parlent tout le temps de Musk. Et vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes des putains de perroquets à répéter bêtement. Et c'est de l'influence, hein. Mais vous en rendez pas compte. Moi, je me rends compte que j'en ai rien à foutre, tu vois. Typique. C'est pas de ta faute, hein. Tu crois être drôle, mais tu l'es pas du tout, en fait. Mais c'est pas de ta faute. T'as juste une mauvaise influence et tu t'en rends pas compte. Tout simplement. La vache, bah ouais. La vache, t'es pas le seul. T'es juste pas le seul. Et de pas être baigné dans cette propagande-là, tu m'étonnes, mec. Donc ouais, encore un petit vol de... D'ailleurs, Tengreen, très intéressant. Il y a eu 2 vols de Vandenberg cette semaine. Donc ça, c'est un vol de Californie. Vous avez vu qu'on a vu... De Californie, pardon, de Floride. Vous avez vu qu'on a vu le décollage. Il y a eu 2 vols de... Il y a eu 2 vols de Vandenberg en Californie. Et... Le juge de l'humour. Bah, écoute, quand tout le monde fait la même blague dans le chat... Hein, Kiki Fonzeb, quand tout le monde fait la même blague dans le chat, t'as pas l'impression qu'à un moment, faut siffler la fin de la récré? Voilà. Donc moi je dis juste arrêtez de me faire chier avec Musk. C'est mon stream, mon live, et j'ai encore le droit de dire que vous me cassez les couilles quand vous répétez tous la même blague. Oh, Musk. J'ai le droit, non? Je suis chez moi, non?
Je te demande, hein. J'ai ta permission pour dire... je demande, hein. Donc ouais, les 2 vols de Californie, Ten Green, on n'a jamais vu le décollage. Ils ont pris 2 fois l'antenne au moment de Miko. Ce qui veut dire qu'on pense que simplement c'est les Space Force qui leur demandent de pas filmer quelque chose au sol. Donc peut-être qu'il y a un truc en construction. Et ça va savoir. Mais SpaceX ne montre plus les décollages de Vandenberg. Après, les gens le voient de loin, de toute façon, dans tous les cas. Mais c'est juste que directement, on voit plus quoi. Il tire vers l'est ou vers l'ouest? Il tire vers le Pacifique. Donc il tire vers l'ouest. Il tire toujours vers l'ouest. Et selon l'orbite. Mais ouais, il tire vers l'ouest. Et techniquement, à chaque fois, ils prennent l'antenne très tardivement. Après le décollage. Et ça fait... La première fois, on s'est dit, c'est peut-être une erreur. C'est peut-être une erreur. Et puis en fait, la deuxième fois, là, on savait que... Ah ouais, non, d'accord. C'est carrément les Space Force qui leur demandent de ne pas montrer quelque chose à Vandenberg en construction. Mais ouais, c'est une base militaire, Vandenberg. Ils tirent des missiles. Ils tirent des ICBM et tout ça, hein, de Vandenberg. Et ouais, on peut comprendre... voilà, il y a peut-être quelque chose que les Space Force ne veulent pas qui soit vu en caméra. Donc SpaceX ne fait que exécuter ce qu'on leur demande. Donc ouais, un petit vol, tout ce qu'il y a de plus classique. On va aller voir le deuxième étage. Hop là. Oh, ils ont des problèmes de réception. Leur caméra a l'air d'avoir ramassé la sauce. Voilà. C'est devenu tellement banal la récupération des boosters qu'on ne les regarde même plus. Hein. Surveiller, c'est parfait. Et hop, encore un booster de récupérer, tranquille. Alors, pourquoi cette mission était importante? Et encore, c'était même pas celle-là, ça c'est celle d'après. C'est que SpaceX, ils ont atteint cette semaine les 400 vols de Falcon 9. On oublie, mais ça tourne à grande vitesse. Ils ont tiré 400 Falcon 9 et ils en ont récupéré 375. C'est un chiffre de dingue. 400 vols de Falcon 9, il y a aucune fusée à part Soyuz qui a atteint des tels chiffres. Voilà. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de tir de Falcon repoussé pour mauvais temps. Si. Oh si, ça arrive. Hein. Tu sais, la Falcon 9 a les mêmes contraintes que n'importe quelle fusée. Dès qu'il y a des vents d'altitude un peu forts et tout ça, c'est de la sécurité basique. Donc si, ça arrive que les Falcon 9, même les tirs de Starlink, ça arrive qu'ils aient des problèmes météo et tout ça. Hein. Ils ont les mêmes contraintes que tous les autres lanceurs. Hein. Et il y a quelqu'un de très vilain juste pour cette année. Juste pour cette année qui allait faire des maths. Donc SpaceX a tiré 123 fois Starship inclus. Et puis le mec a juste dit, 123 tirs, c'est Roscosmos depuis 2013, c'est ULA depuis 2010, et c'est Ariane Espace depuis 2025. Et la Falcon, rien que cette année, a volé plus de fois cette année que Ariane 4, Ariane 5 et Atlas 5 au total. C'est terrifiant. C'est terrifiant, il faut pas faire ce genre de statistiques parce que ça fait mal. Putain la vache, ouais, on oublie à quel point... ça montre la problématique, hein. Mais le fait de réutiliser... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disaient encore il y a quelques années, le réutilisable ne sert à rien. Le réutilisable n'a pas d'avenir. Je suis désolé, mais ces chiffres-là montrent qu'au contraire, le réutilisable, c'est l'avenir. Parce que ça vous permet justement d'avoir une flotte. Après, il faut que ce soit rentable. Mais on sait que chez SpaceX, c'est rentable maintenant. Mais pour rentabiliser un booster, je crois qu'il faut une dizaine de vols. Et c'est vrai que on voit que le fait d'avoir beaucoup de boosters permet aussi de beaucoup tirer. Alors après, SpaceX a la chance d'avoir Starlink, donc qui est après, ça se crée, hein, les modèles économiques au service du tir. Mais ouais, c'est assez incroyable, les stats. Les stats font peur. Les stats font peur et c'est que le début. Hein. Là, ils avaient prévu 149 tirs cette année, je pense pas qu'ils vont être capables de les faire. Mais sans aucun doute qu'ils vont être peut-être Ten Green à 140 tirs fin décembre, ce qui est déjà totalement zinzin. Entre 130 et 140 tirs. Ils avaient eu des soucis avec la FAA, donc ils avaient dû arrêter les tirs pendant une semaine et tout. Mais ça va vite. Ça va très 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 vite. Et c'est cool. C'est cool, c'est vraiment cool que ça aille vite. On est content, ça permet de faire du contenu et d'en parler et de montrer et tout. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour pour cette semaine. Donc ouais, on espère la semaine de... Ah, Caris,
mon champion, et qui écrit pas en caps en plus, il apprend. On espère avoir un feu statique. Peuvent-ils augmenter le nombre de tirs? Ouais, mais en fait, ils peuvent augmenter le nombre de tirs, mais ils sont déjà logistiquement limités par leur nombre de pads. Ils peuvent déjà pas beaucoup plus tirer du nombre de pads qu'ils ont actuellement. Un pad, il faut le remettre en état après un tir. Et déjà, ils exploitent presque à 100% leurs 3 pads. Il y a un quatrième, ils vont obtenir un quatrième pad. Ils vont obtenir un quatrième pad prochainement à Vandenberg. Donc ils seront à 4 pads. Donc ça va leur permettre de monter encore leur cadence de tir. Mais ouais, ils sont déjà limités par leur nombre de pads. Est-ce que les Chinois sont équivalents à SpaceX? Non. Q3 2000, je vais te donner un chiffre. Q3 2024, donc le quatrième quarter, le troisième quarter, Q3 2024, 85% de la charge utile mise en orbite sur Terre, c'est SpaceX. Donc SpaceX c'est sur le toit du monde. SpaceX met plus en orbite que tout le reste de la planète mise ensemble. Ils sont dans leur propre monde et leur propre division. Et voilà, c'est 140 tirs en 52 semaines, soit 2,7 lancements par semaine, c'est énorme, c'est absolument énorme. Et si tu divises encore ça, ça fait un tir tous les 2 jours et quelques. Un tir tous les 2 jours et demi. C'est fou. C'est totalement fou, sachant que plusieurs fois on a eu des 2 tirs par jour et tout. Et là ils ont été interdits de vol pendant une semaine et tout ça, donc il y a eu des cassures qui font qu'ils devraient être presque plus hauts que ça. Voilà. Je vais m'arrêter là. Rendez-vous la semaine prochaine. Et on essaiera de trouver. On essaiera d'avoir. J'espère que Blue Origin. Il y a du nouveau pour Artemis 2. Ils stackent la SLS. Ils n'ont pas encore commencé à réparer le pad d'il y a 2 ans. Les dégâts de la SLS d'il y a 2 ans n'ont pas été réparés. Voilà. Terrible, hein. Voilà, il faut pas se moquer. Faut pas se moquer, ça va avancer. On espère que Artemis 2, je pense pas que ça sera en 2025. Hein. Je refuse de croire que Artemis 2 va être à l'heure en 2025. Il y a trop de choses qui vont pas dans ce sens-là. Et j'ai peur que Artemis 2 soit en 2026, malheureusement. Mais voilà, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu sais, à un moment, Ten Green, ils vont commencer à tirer des Starships à vide pour Mars. Avant que la SLS décolle d'Artemis 2, ce qui serait quand même... Ah, je pense pas non plus, mais bon. Et 2026, Ten Green, c'est la fenêtre d'ouverture pour Mars, et SpaceX ne se sont pas cachés qu'ils veulent envoyer les premiers Starships à vide en 2026. Hein. Ça serait... S'il y arrive, hein, après, gros GM. Ouais. On verra bien. Bon, on va s'arrêter là. Passer un bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine. Et sinon, ce soir, je commencerai le run avec les O-Elf. Demain, je vais tester un petit jeu là dont j'ai oublié le nom. Et je bouclerai peut-être le run avec le Royaume réunifié demain soir. La fusée réutilisable, c'est un rêve. Bah, c'est un rêve réalité. Hein. Pépère, c'est pas un rêve. Hein. C'est un rêve réalité. Hein. La Falcon 9 est partiellement réutilisable, mais littéralement, en 14 jours, ils ont tiré le même booster. Ça c'est la définition du réutilisable. Voilà. Si ça c'est un rêve, alors moi j'appelle ça la réalité. Hein. C'est pas un rêve. Hein. Mais avoir une fusée 100% réutilisable, c'est pas encore le cas. Peut-être, on l'espère, Starship a vocation à l'être. Et ils ont déjà prouvé que techniquement ils peuvent récupérer le booster. On attend de le voir maintenant avec un vrai vol orbital. Et je pense, en 2026, on va avoir pour la première fois une fusée 100% réutilisable avec Starship qui mettra une charge en orbite. Je pense. Mais... Ce sera beau. 2025, pardon, pas 2026, hein, 2025. Et ce sera beau et ce sera une étape importante pour l'aérospatiale. Écoutez, je m'arrête là. Passez une bonne soirée. Merci Ten Green de ta présence. Bonne soirée à tous.